Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la pyroplasmose. En effet, après la présentation sur la parvovirose qui constitue un drame pour les éleveurs des animaux de compagnie comme le chien, eh bien, nous allons étudier aujourd'hui un autre drame mais pas seulement des éleveurs des animaux de compagnie, mais aussi des éleveurs des écudés. Autrement dit, la pyroplasmose. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, nous passerons par une définition, puis on va décrire le parasite, puis le vecteur qui transmet la maladie. Ensuite, on va décrire la forme clinique, aussi bien chez le chien que chez le cheval. Ensuite, nous poserons le diagnostic, le traitement et on terminera par la prévention. Il faut dire que la pyroplasmose est aussi appelée babésiose. C'est une maladie parasitaire qui affecte aussi bien le chien que le cheval. Elle est due à des parasites sanguins du genre Babesia, tels que Babesia canis, qui est responsable de la maladie chez le chien, et Babesia cabali, qui est responsable de la maladie chez le cheval. Il faut dire que la pyroplasmose est transmise par la piqûre de tiques de genre Dermacentor, Rhipicephalus et Hyaloma. Cette maladie a une très grande fréquence. Ou plutôt, c'est une maladie qui est très fréquente chez le chien, mais aussi chez le cheval. Et lorsqu'elle n'est pas traitée, la pyroplasmose est mortelle en quelques jours. Parlons à présent du parasite. Il faut dire que Babesia ou Nutalia est un parasite unicellulaire de l'embranchement des Apicomplexa, donc au même titre que le Plasmodium qui est responsable du paludisme. Et Babesia est responsable de la babésiose. Il infecte les globules rouges de nombreux hôtes comme le chien et le cheval. Il faut dire que ce parasite a été découvert par Victor Babès en 1888. Et il existe plus de 100 espèces de Babesia, dont Babesia canis, responsable de la babésiose chez le chien, Babesia cabali, qui est responsable de la babésiose chez le cheval, et on peut donner aussi un autre exemple tel que Babesia divergens. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un globule rouge et à l'intérieur, il y a des Babesia qui sont en train de se diviser et nous constatons que ce sont des structures unicellulaires avec un noyau, un cytoplasme, une membrane cytoplasmique et le noyau est refoulé sur l'extrémité par la vacuole digestive. Parlons à présent de la transmission de la pyroplasmose. Il faut dire que la transmission se fait par 3 genres de tiques dures, Dermacentor, Rhipicephalus et Hyaloma. Donc, en dehors de la transmission vectorielle, il faut dire qu'il existe une transmission verticale, particulièrement chez le cheval. C'est ainsi qu'une jument peut contaminer son poulain lors du poulinage. Il y a aussi la transmission transfusionnelle. Quand on fait une transfusion sanguine, aussi bien chez le cheval ou chez le chien, on peut lui transmettre à travers le sang qui est transfusé des Babesia. Donc, il existe la transmission transfusionnelle au même titre que le paludisme. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc, voilà Dermacentor. C'est une tique dure. Là, il y a Rhipicephalus. Même chose, c'est une tique dure. Et là, il y a Hyaloma, la tique avec les pattes colorées qui sont responsables de la transmission de la pyroplasmose. Il faut dire que les tiques sont cosmopolites. Autrement dit, on les trouve partout. Ils sont dans la nature. Et ce, que ce soit en campagne ou en milieu urbain. Les tiques
mènent une vie le plus souvent libre sur le sol, mais on peut les trouver aussi fixés sur des supports comme l'herbe. Donc, ce qui fait que les tiques peuvent se déposer et se fixer sur des hôtes comme le chien ou le cheval. Moralité, la lutte contre la pyloprasmose passe naturellement par l'assainissement de l'environnement du chien ou l'environnement du cheval. Là, nous avons des tiques avec tous les stades, la larve, la nymphe, l'adulte et l'adulte mâle et l'adulte femelle. Le plus souvent, la larve, tout comme les nymphes, peuvent prendre un certain nombre de repas sanguins, mais aussi les adultes, si bien que lors de ces repas sanguins, ils transmettent des pathologies. Là, c'est une image d'un produit phare qui s'appelle le NexGard, que je qualifie de l'arme fatale contre les tiques et que vous pourrez trouver à la maison des éleveurs lorsque vous voulez débarrasser vos animaux de compagnie de tiques. Parlons à présent de la clinique. Et je pense que c'est l'aspect le plus important, particulièrement pour les éleveurs. En effet, nous avons vécu un drame aujourd'hui car la fédération des éleveurs de chevaux vient de perdre un cheval et c'est un drame et c'est à cette occasion que nous avons décidé de faire ce module afin d'accompagner les éleveurs dans la reconnaissance de la maladie et surtout pour rapidement prendre en charge les animaux et assurer leur traitement. Il faut dire que la période d'incubation est de 7 à 15 jours en moyenne. La pyroprasmose se manifeste par les signes cliniques suivants chez le chien. Donc chez le chien, on peut constater une fièvre qui varie de 38 à 39 degrés. Et on peut constater une asthénie qui est très importante, une perte de l'appétit, parfois accompagnée du vomissement chez le chien, une anémie caractérisée par une pâleur des muqueuses, une coloration jaune foncé des muqueuses, autrement dit de l'ictère. Mieux, on peut constater que les urines sont rouge foncé, autrement dit qu'on peut observer de l'hématurie. Dans tous les cas, il faut dire que s'il y a un élément très important dont il faut mentionner dans le cadre de la pyroplasmose chez le chien, c'est que l'hyperthermie va entraîner une forte déshydratation. Et la déshydratation entraînera une insuffisance rénale. Donc il ne faut pas perdre de vue le risque d'une insuffisance rénale lorsqu'il y a une pyroplasmose chez le chien. La présence de tiques est un facteur d'orientation afin de suspecter la pyroplasmose. Qu'en est-il de la pyroplasmose chez le cheval? Il faut dire que chez le cheval, la pyroplasmose a un réel impact sanitaire et économique. En effet, il y a des chevaux qui sont racés, qui coûtent extrêmement cher et qui malheureusement peuvent mourir de pyroplasmose. La pyroplasmose est répandue en Afrique et même dans les zones subtropicales. Il y a deux formes, il y a la forme aiguë et il y a une forme chronique. La forme aiguë, elle détruit rapidement les globules rouges, ce qui entraîne rapidement la mort du cheval. Par contre, la forme chronique, elle va entraîner surtout une asthénie et une perte de poids. D'un point de vue clinique, la pyroplasmose équine a des effets potentiellement graves. On observera une asthénie, de l'anémie, de l'ictère et la mort lorsque l'animal n'est pas rapidement traité. Donc là, nous avons un exemple de cheval atteint de pyroplasmose. Si vous regardez bien le cou, il a tendance à être effilé, alors qu'en principe, la base du cou devrait être beaucoup plus développée. On voit l'équine dorsale, on voit les os du bassin et on voit les os qui montrent qu'il est vraiment épuisé et il n'a pas assez de force. Là aussi, c'est notre cheval atteint de pyroplasmose. Eh bien, regardez la ptose abdominale. On voit les espèces intercostales, les côtes se dessinent, ce qui montre que c'est un cheval qui est relativement épuisé. Qu'en est-il du diagnostic?
Il faudrait que la suspicion est d'abord clinique. En effet, vous pouvez suspecter la pyroplasmose en face d'une hyperthermie, de l'anémie, de l'hématurie et de l'ictère. Toutefois, la présence des tiques sur les animaux conforte cette suspicion. On peut faire une confirmation biologique et la confirmation biologique va se faire soit par un étalement mince de sang, soit par PCR, soit par ELISA. Donc pour cela, il faut faire un prélèvement de sang. Ensuite, on peut faire une goutte épaisse et un étalement mince sur une lame porte-objet. Et puis on peut colorer, soit au May Grunwald Jamesa ou bien oral. On peut faire aussi un prélèvement d'urine et au niveau des urines, on peut voir la présence d'hémoglobine grâce à des bandelettes réactives. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un étalement et on observe bien les globules rouges. Et dans les globules rouges, on observe les pyroplasmes. Qu'en est-il du traitement? Et à ce niveau, j'espère que c'est l'aspect le plus important, non seulement pour les praticiens, mais aussi pour les propriétaires des animaux. Il faut dire que le seul traitement qui est efficace aujourd'hui, c'est l'imidocarbe. L'imidocarbe est un produit qui est utilisé en injection IV stricte, si bien que le traitement à l'imidocarbe est exclusivement réservé aux vétérinaires. Donc, tout celui qui envisage d'utiliser ce produit, il a l'obligation de s'adresser à un vétérinaire officiel. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons l'imidocarbe avec le nom commercial Carbisia. Là, nous avons une autre forme commerciale qui s'appelle Imochem. Et comme on dit, mieux vaut une once de prévention qu'un livre de thérapie. Donc, la chose la plus importante, effectivement, c'est de parler aussi de la prévention. Chez les animaux de compagnie, en particulier le chien, il faudrait qu'il existe un vaccin qui protège contre la pyroplasmose. Et c'est le vaccin polyvalent DHPPIL pour distemper, hépatite, parvovirose, pyroplasmose, PI et leptospirose. On peut dire la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart, la parvovirose, la pyroplasmose et la leptospirose. Vous pourrez trouver sur le marché plusieurs vaccins, dont le vaccin Hexadog et le vaccin Canigène. Et ceci, c'est chez le chien. Il faut dire aussi en termes de prévention, en dehors du vaccin, on peut faire la lutte contre les parasites. Donc, il est très important de déparasiter régulièrement aussi bien son chien que son cheval. Et il y a plusieurs produits qu'on peut utiliser. On peut utiliser l'ivermectine, on peut utiliser le fipronil, on peut utiliser la foxolaner milbémicine, qui est le NexGard, de l'amitrase, de l'Endam. Là, nous avons le Frontline, qui est le fipronil, qui est utilisé en aspersion, particulièrement chez le chien. Là, nous avons le Frontline en spot-on. Là, nous avons l'arme fatale contre les tiques, qui est le NexGard, qui est utilisé chez les animaux de compagnie. Il faut dire que la prévention de la pyroplasmose passe aussi par l'assainissement de l'environnement. Autrement dit, la lutte contre les tiques dans l'environnement. Et ces tiques, ça peut être des larves, ça peut être des nymphes ou des adultes. Il existe plusieurs produits qui peuvent être utilisés pour assainir l'environnement de votre cheval ou l'environnement de votre animal de compagnie. On peut utiliser les dérivés de la pyrètre, tels que la cypermétrine. Il y a un exemple, le nom commercial, c'est le Néocipol, qui est utilisé à la posologie de 5 ml pour 20 litres d'eau et que vous pourrez utiliser par aspersion. Il y a la deltamétrine qu'on peut trouver avec un nom commercial comme Deltalops, que vous pourrez trouver à la maison des éleveurs. Donc voilà le Néocipol. Il peut être utilisé chez les ovins, chez les bovins, si vous voulez le débarrasser des tiques en bain. Là, c'est le Deltalops. Eh bien, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la pyroplasmose, qui affecte aussi bien le chien et le cheval.
et qui est une maladie due à un parasite protozoaire du genre Babesia et transmis par des piqûres de tiques telles que Rhipicephalus, Hyaloma et Dermacentor. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne en nous accompagnant. C'est ainsi que nous formerons une communauté de scientifiques qui vont booster la production pour le bien-être de nos populations. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.